Qu'est-ce que la réalité? Une question très très simple. Qu'est-ce que la réalité? Donc la première réponse que la plupart des gens donnent est la réalité que je vis. Vous savez, nous sommes assis dans une pièce. Je vous vois, vous me voyez. Fondamentalement, nos outils sensoriels, la vue, le son, le goût, le toucher et l'odorat, je vois des choses, j'entends des choses, je les goûte, je les touche ou je les sens. C'est notre réalité empirique. Alors la question est, d'accord, y a-t-il quelque chose de plus à la réalité que cela? Et tout le monde dira bien sûr qu'il y en a. Il y a tout un tas de choses que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas et que vous ne goûtez pas, ne touchez pas ou n'entendez pas. Par exemple, l'amour, vous ne voyez pas l'amour. Vous pouvez voir une expression de l'amour, mais l'amour lui-même, une idée, 2 plus 2 égale 4. Le jour est différent de la nuit, ce sont des concepts, vous ne les voyez pas, mais l'esprit les perçoit. Ou les émotions, le cœur les ressent. Donc il y a beaucoup de choses que nous ne vivons pas ainsi. D'accord, alors la réalité. Nous voyons maintenant qu'elle s'est étendue du sensoriel, appelons-le au suprasensoriel. Maintenant, jusqu'où peut-on aller dans le terrier du lapin? Alors allons-y, passons à l'étape suivante. Les expériences conscientes. Qu'en est-il du subconscient? Qu'en est-il de l'inconscient? Qu'en est-il du supraconscient? Et je vais juste utiliser des exemples de la science, puisque nous parlons de science. Vous voyez des objets, nous voyons tous le feu, l'eau, les tables, les chaises, les oiseaux, les arbres, peu importe ce que c'est. Nous savons tous que ceux-ci sont composés d'éléments. Les éléments sont composés de molécules, les molécules sont composées d'atomes, et les atomes sont composés de particules subatomiques. Et puis le sous-sous, et comme je l'ai dit, plus vous descendez dans ce terrier de lapin, personne ne sait jusqu'où cela va. Donc vous voyez, maintenant le monde, cette même question, qu'est-ce que la réalité dépend de votre perspective. Si vous voulez regarder superficiellement, c'est la pointe de l'iceberg, mais nous savons tous qu'il y a un gros iceberg sous cette pointe. Nous savons tous qu'il y a de l'énergie. Aujourd'hui, nous savons que l'énergie et la matière sont interchangeable. Comme l'a dit Einstein, E égale mc carré. Vous prenez un morceau de bois, vous le mettez dans une cheminée, il se transforme en énergie, en chaleur, en feu, en chaleur, en lumière. Donc aujourd'hui, surtout, nous sommes devenus à l'aise avec l'invisible. Prenez simplement votre smartphone. Combien d'informations se trouvent dans ce petit téléphone? C'est difficile même d'imaginer comment toutes ces informations peuvent-elles tenir dans un si petit téléphone. Dans les années 50, il fallait avoir 3 blocs d'ordinateur pour contenir autant d'informations. Nous nous sommes donc habitués au fait qu'il existe une réalité que nous ne voyons pas et qui gouverne vraiment nos vies. Je veux dire, chaque fois que j'allume la télévision, chaque fois que je vois un écran avec des images diffusées depuis on ne sait où, un match de tennis en Australie, et vous le voyez ici, simultanément vous vous dites, comment cette image est-elle arrivée ici? Fraction de seconde. Vous voyez, vous réalisez qu'il y a de nombreuses forces en jeu. Mon point ici est que le mot réalité est exactement comme escalader une montagne. Si vous demandez à quelqu'un à quoi ressemble l'horizon, s'ils se tiennent dans une vallée, ils vous donneront une réponse. S'ils se tiennent sur un plateau, ils vous donneront une deuxième réponse. Si vous êtes à 20 pieds sur une montagne, une troisième réponse. Et si vous êtes au sommet du mont Everest, une quatrième réponse. Et ils vous disent tous la vérité. Seulement, cette distinction est de mon point de vue. C'est ma réponse. Ma réponse vient de cette perspective. C'est mon horizon. Donc, étant une personne honnête et intelligente, tout ce que j'ai dit ne nécessite pas de foi. Tout le monde comprend aujourd'hui que le monde n'est pas ce qu'il paraît. Ce que vous voyez n'est pas ce que vous obtenez. Ce que vous voyez est la surface extérieure. Nous avons mentionné auparavant les larmes pleurées. Vous voyez des larmes couler des yeux de quelqu'un. La manifestation physique est, oui, un peu salée. C'est humide. Mais nous savons tous que les larmes sont une expression d'émotions. Des émotions que vous ne pouvez pas voir. Des larmes que vous ne pouvez pas voir. Mais personne ne dira, d'abord je pleure, puis je ressens l'émotion. Non. Donc d'abord l'émotion et ensuite les larmes sont une expression, la même chose qu'un sourire sur votre visage. Le visage prend une certaine contorsion, comme une expression de joie ou de bonheur ou de satisfaction. Mon point est qu'aujourd'hui, si vous voulez être une personne intelligente, vous devez réaliser cela. Ce que vous voyez est une surface extérieure de nombreuses autres forces qui agissent sous la surface. Je peux donner beaucoup d'autres analogies. C'est un sujet qui est crucial et quand les gens l'entendent pour la première fois, ils disent « bien sûr, c'est évident ». Alors ma question serait, sur un plan personnel, qu'est-ce qui vous définit en tant que personne
Est-ce votre moi extérieur, votre corps, et votre langage corporel? Ou est-ce ce que nous appelons notre âme, l'âme? Quelque chose qui n'est pas tout à fait visible, mais plus important que tout le reste. Parce que votre corps, en fin de compte, est un véhicule pour une personnalité, pour un individu qui a des sentiments, des idées et des expériences, et des douleurs et des joies, ce qui est, bien sûr, l'ensemble de ce que nous appelons le paquet appelé la vie. La chose sur laquelle nous pouvons conclure cette conversation, je pense que ce serait une belle conclusion qui est presque inévitable pour tout le monde, et c'est la mort. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'accepter la mort et comprendre qu'elle est inévitable, qu'elle arrive, peut être très utile pour beaucoup de gens, mais c'est une chose très difficile à faire. Surtout, encore une fois, quand nous introduisons l'ego et beaucoup des choses qu'on nous enseigne, on ne nous apprend pas vraiment beaucoup sur la mort. Et j'aimerais entendre vos réflexions à ce sujet. Oui, la mort est peut-être le deuil ultime. Et la tragédie ultime, car elle a cette finalité. Il suffit de dire le mot mort, et les gens frissonnent immédiatement. La mort sonne comme la fin. Quelqu'un est mort, il est parti, l'histoire est terminée, et je ne sais pas comment ces éléments interagissent entre eux, mais je vais juste me référer à quelque chose dont j'ai parlé. Mais quand vous comprenez que la réalité est une image plus grande que ce que vous voyez, alors vous réalisez vraiment que la mort n'est pas la fin. La mort n'est que la fin d'une étape. Ce serait l'équivalent de dire, je prends un morceau de bois, je le mets dans une cheminée, et puis le bois meurt. Oui, le bois ne sera plus du bois, mais il s'est transformé en énergie, il s'est transformé en feu, il s'est transformé en chaleur, en lumière qui continue de vivre, juste sous une forme différente. Vous prenez de l'eau et du liquide, et vous le faites bouillir, il se transforme en gaz. Vous le congelez, il se transforme en glace. Donc vous voyez, il y a de nombreuses formes de la même réalité. J'étais toujours frustré, c'était très difficile quand les gens disaient « Où est allée l'âme de ma mère, de mon père, de mon enfant après la mort ?» Vous savez, vous n'avez pas vraiment de mots. Mais ensuite, je ne sais pas, un jour j'ai eu une révélation. Et c'est une analogie. Un peu drôle et humoristique, mais elle fonctionne. Et j'ai dit, imaginez un dialogue, une conversation entre un réfrigérateur et l'électricité. Et le réfrigérateur dit à l'électricité, « Où vas-tu quand il débranche la prise ?» Et l'électricité répond avec incrédulité et dit, « Quel culot, quel toupet. Tu dois vraiment me poser cette question. Tu es une petite boîte qu'ils ont inventée il y a seulement 100, 200 ans. Tu as trouvé comment générer et contenir de l'électricité pour réfrigérer la nourriture. Et maintenant, tu penses être le centre de l'univers. Tu me demandes où je vais. J'ai toujours été ici. J'étais ici bien avant que tu n'existes. Je serai ici bien après ta disparition. Parce que je n'occupe pas l'espace de ta petite boîte, que ta petite boîte ne peut voir que ce que tu peux voir. Je retourne à ma place, qui est en dehors du temps et de l'espace, tel que tu le connais. Tout le monde qui entend cela, même les gens, disent « Bien sûr ». J'ai dit « C'est ce que nous devons découvrir, que l'âme vit dans un type de domaine très différent. Nous ne sommes tout simplement pas des gens de l'âme, nous sommes des gens du corps. Alors nous jugeons tout part, je ne le vois pas. Ce n'est pas là, mais ce n'est pas vrai. Dans cette pièce en ce moment, même si toutes les personnes quittaient cette pièce, ce n'est pas une pièce inanimée. Elle palpite et déborde de toutes sortes d'énergie. Nous le savons aujourd'hui, il n'y a rien qui soit mort. Le mot mort n'est même pas un mot précis. Maintenant, je ne minimise pas la tragédie de cette étape qui se termine, parce que je veux pouvoir embrasser mon être cher. Oui, je comprends que leur âme continue de vivre, et c'est réconfortant à entendre, mais je les veux selon mes conditions. Je veux pouvoir les tenir, je veux pouvoir parler à cette personne, je veux pouvoir embrasser cette personne. Donc je ne minimise pas la tragédie que ce n'est pas dans notre domaine. Mais personne ne devrait jamais dire, personne ne devrait jamais penser qu'une âme meurt. Les âmes ne meurent jamais parce qu'elles ne sont pas nées. Elles étaient là avant et elles occupent simplement un véhicule appelé le corps pour une certaine période de temps. Et elles continuent leur voyage et c'est très réconfortant. Et le fait est que oui, l'âme de votre fils Jacob, quel que soit le temps qu'il a, alors qu'il se développait dans le ventre de sa mère, continue de vivre quelque part, espérons-le à travers vous aussi. Et c'est la même chose pour chaque âme. Donc, encore une fois, j'ai vécu la mort de mon père, donc je suis conscient de la douleur,
Cela n'a pas, même si je suis pleinement conscient de l'âme, je pleurais quand même, parce qu'il y a toujours cet élément qui n'est pas sur mon plan physique. Vous savez qu'il est sur un plan spirituel, et nous ne sommes pas des esprits. Nous sommes des esprits dans des corps. Mais plus vous vous connectez spirituellement, plus vous vous connecterez à l'âme de l'être cher. Et dans ce sens, cela ne finit jamais. L'âme ne meurt jamais. Et plus vous pouvez être spirituel, sur cette terre, plus vous êtes connecté et moins la finalité est présente. Vous réalisez qu'il y a bien plus dans le tableau